Bonjour et merci de nous retrouver à cette autre édition du débat sur Diaf TV. La CAN retirée au Cameroun depuis seulement quelques heures et les objets d'art qui vont retrouver leur lieu d'origine. Pour commenter et décrypter toute cette actualité pour vous sur ce plateau, 3 consultants. À ma droite, le commissaire Junior Zogo. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à toi, Ngassa Api. Oui. Et c'est un immense bonheur et plaisir de me retrouver sur ce plateau, de nous adresser à nos téléspectateurs que j'aime bien. Je crois que ça fait près de 2 ans que je ne suis plus passé sur Diaf TV. Merci, Okay, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en face de lui, on ne le présente plus, Abdelaziz Mondé. Bonsoir à tous et aux co-panélistes de cet après-midi. Au plaisir d'échanger et surtout de parler de ces sujets cruciaux et importants de l'actualité camerounaise et internationale. Et à sa gauche, on ne le présente non plus, Joël Didier Ngo. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui vont nous suivre. Alors, l'information est tombée hier, tel un couperet. C'est une massue qui est tombée sur la tête même des Africains et pas seulement des Camerounais. Au regard du commentaire qu'on peut suivre sur la toile, y compris dans des pays voisins, c'est une grosse déception que le pays de Roger Mila, le pays des Tofis, le pays de Mbappé Lépé ne soit pas capable aujourd'hui de tenir la promesse de l'organisation de la CAN 2019. Pour commencer, je vais demander à Junior Zogo, comment avez-vous reçu cette information hier sur le retrait de la CAN 2019 du Cameroun? D'accord. Déjà, en tant que patriote, j'avoue, j'ai été très meurtri par cette nouvelle. Ma culture militaire m'interdit de me réjouir des déboires de mon pays. C'est vrai, l'autre dimension de moi, le combattant que vous connaissez, j'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de soulagement, non pas par sadisme, tout simplement parce que il était temps que les choses soient tirées au clair et que le monde entier comprenne la tragédie que vit le peuple camerounais. Vous imaginez un pays qui va organiser une compétition qui est supposée réunir toute l'Afrique, avec 2 provinces en guerre et ensanglantées, avec une crise post-électorale qui s'enlise, et surtout où rien n'est fait pour essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce que je vous dirais de plus? En tant que patriote, c'est un véritable coup de massue pour moi. J'appartiens à la grande muette chez nous. La patrie, c'est sacré, c'est au-dessus de tout. Voilà, c'est une véritable humiliation nationale. Notre pays a été rabaissé, diminué, ramené tout simplement vers les fonds abyssaux. Qu'est-ce que je vous dirais en plus? Mais en tant que combattant, j'exprime mon soulagement. Il était temps. Pourquoi je suis soulagé? Parce qu'il ne faudrait pas que le peuple camerounais pense que je suis un sadique qui se réjouit des malheurs de mon pays. Je suis soulagé tout simplement parce que j'estime que la situation qui règne au Cameroun n'est pas propice, n'est pas favorable à l'organisation, à l'accueil d'un tel événement. C'est pour ça que nous, au niveau de la diaspora, nous avons œuvré à notre niveau pour sensibiliser l'opinion internationale quant à cette tragédie que nous vivons et qu'il n'était pas normal que notre pays accueille cette CAN. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Abdelaziz, on avait vu défiler plusieurs prospectus avec l'effigie du président de la République du Cameroun qui disait la CAN 2019, c'est déjà demain. On y est. Est-ce que là, Oui. on va dire qu'on est totalement en train de déchanter lorsqu'on avait vu circuler partout ces prospectus-là qui annonçaient l'effectivité de la CAN 2019 au Cameroun? Alors, merci Guy. Je me réjouis que tu me lances sur cet aspect-là, sur cette séquence-là, parce que le commissaire, c'est un peu en miroir, c'est-à-dire que le commissaire parlait de la question du patriotisme. On n'est pas patriote parce qu'on soutient un gouvernement. Il faut que les Camerounais apprennent à dissocier la question du patriotisme, donc l'adhésion, le sentiment qu'on porte à son pays et à celui qu'on porte à Biya, Paul Biya, à Tiroma, au Premier ministre ou à quelconque ministre. Parce qu'il y a une confusion. C'est-à-dire qu'au Cameroun, quand vous êtes contre la manière dont vous êtes dirigé, on vous taxe d'antipatriotisme. C'est une confusion. Et ça procède d'une propagande coloniale, néocoloniale, qui fait que quand vous n'êtes pas pour l'autorité, vous n'étiez pas pour le haut-commissaire français, on interdisait l'UPC. Quand vous n'étiez pas pour Aïdjo, vous vous retrouvez à Tcholiré, à Mantoum, à Yoko, ou que sais-je encore. La question de la CAN précisément.
Quand le Cameroun remporte des Coupes d'Afrique des Nations, 84, 88, 2000, 2002, et la plus récente, c'est 2017, à qui l'attribue-t-on? On l'attribue ni à Fédé, ni à Mbou-Émile, ni à Tato, ni à Abega, ni à Roger Mila, ni à Samuel Eto'o, mais au président Biya, à qui on va remettre le trophée et qui décide d'attribuer et d'épingler des médailles aux footballeurs camerounais. Commandeurs, chevaliers, que sais-je encore. Mais quand il y a une défaite, comme celle-là, retentissante, cinglante, il y a un blackout et on impute les responsabilités à des subalternes, des sous-frites, pour dire, le dire comme le langage populaire a l'habitude de le dire. Donc, dans le cas d'espèce, il ne s'agit ni d'un procès en patriotisme au commissaire Zogo, à Joël Didier Ango, à Abdelaziz Koundé ou à Ngassa, ou que sais-je encore. Il s'agit d'un procès de gouvernance. Chez nous, gouverner, c'est revoir. Gouverner, ce n'est pas prévoir, comme de manière classique dans les sciences administratives. Donc, aujourd'hui, la question, c'est de pointer les responsabilités. Pour terminer sur cette séquence, première attribution de la CAN au Cameroun, 2014, il y a 4 ans. C'est-à-dire que depuis 2014, le pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o, est informé de ce que en 2019, il organiserait en janvier 2019, avec une CAN à 16 équipes, la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un amendement des statuts de la CAF qui porte à 24 le nombre d'équipes en phase finale. Le Cameroun accepte cette clause et décide de relever le défi. En rappelant que le stade qui porte le nom de Paul Biya avant d'être construit, c'est le stade d'Olembe. Pose de la première pierre en 2009, il y a 10 ans quasiment. En 2009, pose de la première pierre. Dans le cadre de ce qu'on a appelé le Programme national de développement des infrastructures sportives, le PN10, il y a eu un ramdam absolu sur la question. Et le ministre Binoumpat, coutumier de l'exercice, a fait beaucoup de théâtre, a théâtralisé l'affaire du PN10, jusqu'au moment où on se rend compte que l'Olembe n'est pas sur les fonds baptismaux. On a fait une pose de la première pierre pour la forme et qu'il a fallu faire recours à une entreprise italienne pour importer du béton préfabriqué pour pouvoir assembler un stade de 60 000 places qui était celui qui allait accueillir la cérémonie d'ouverture, le match d'ouverture et la finale. Comment, dans des conditions comme celle-là, le Cameroun ne peut pas regarder la paille qui est dans ses yeux et tout simplement, certains Camerounais font des procès à ceux qui demandent. Tout à l'heure, le commissaire Zogo parlait des combattants. Quand on aime son pays, on le châtie bien ou on le cajole. C'est l'expression consacrée. On ne peut pas indéfiniment faire des procès en patriotisme à des Camerounais qui demandent que les choses soient faites normalement. Je dis bien normalement. Donc voilà la première réaction que je pourrais avoir. D'accord. Alors, je dis Diengo, de ce qu'on a pu lire un peu partout sur ce retrait de la CAN au pays de Bapélepé, Roger Mila et fils, on entend dire que c'est quelques personnes qui n'adresseraient pas les bonnes informations au président Paul Biya. Disons que la plupart d'entre nous qui avons grandi au Cameroun et qui sont parfois issus des entrailles de ce régime savent que c'est un régime qui n'a pas la notion du sens des responsabilités. Entendre à nouveau germer ce procès sur l'entourage donne simplement l'impression que décidément il est incurable, ce régime. Je donne un sentiment personnel d'abord parce que les gens peuvent croire qu'on peut se réjouir à aucun moment. Nous ne pouvons nous réjouir à aucun moment des malheurs du Cameroun. Nous sommes dans la diaspora et la diaspora est d'autant plus touchée que nous vivons dans les diasporas à l'étranger avec nos amis autres africains, sénégalais, ivoiriens, maliens et tout le reste. Et je voyais des Ivoiriens notamment brocarder les Camerounais ce matin sur cet épisode-là. Oui. Et je me suis dit finalement que au-delà de l'entourage, du procès sur l'entourage qui peut germer, ne soyons pas surpris, il est quand même temps qu'on dise, et la diaspora a eu ce mérite-là dès le départ de tirer la sonnette d'alarme en disant que nous ne pouvions pas abriter cette CAN, pas parce qu'on ne voulait pas de la CAN. Donc nos parents nous ont distillé tout ce qu'ils portaient en eux de la déception de 1972.
Donc nous avons grandi avec la déception de 1972. Donc nous voulions que le Cameroun, le pays de Roger Mila, un jour puisse abriter la CAN, où le Gabon à côté de nous et la Guinée équatoriale ont pu le faire. Le problème, c'était que nous voyions déjà une forme de cécité se présenter devant nous. Parce que quand nous disions que nous étions par contre que le Cameroun abrite la CAN, mais que la priorité, c'était pas d'abriter la CAN alors que nous avions des foyers de guerre à l'extrême nord, au nord-ouest, et que la priorité, je l'ai même republié hier, aujourd'hui, les premiers défis du Cameroun, c'est pas abriter la CAN, c'est d'abord la paix et donner à manger, parce que les gens sont aujourd'hui dans des situations où ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts pour joindre les 3 repas par jour au Cameroun. Et je le dis aujourd'hui, ceux qui vont instaurer ou amener ce procès en entourage, je leur dis simplement que nous vivons aujourd'hui enfin un moment de vérité. Parce que quand certains d'entre nous parlions, tirions la sonnette d'alarme, nous vivons dans un système qui est un système d'improvisation à outrance. Personne ne peut imaginer que le pays dont a hérité Paul Biya, qui était un pays à revenu intermédiaire, 36 ans après, un revenu intermédiaire, ça veut dire c'est juste avant l'émergence, arrive aujourd'hui à ne pas abriter une CAN qu'a organisé le Mali. Ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose à reprocher à nos amis maliens, mais quand même, le Cameroun n'arrive pas à abriter une CAN sur des problèmes d'impréparation. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt. Quel que soit le discours que vont tenir les officiels, nous ne sommes pas prêts. Et d'autre part, vient s'ajouter la question de l'insécurité que le régime a aussi balayé. Parce que la dernière fois, nous débattions ici sur la question est-ce qu'il fallait ou non avoir l'élection au Cameroun par rapport à la question du nord-ouest et du sud-ouest. La plupart nous disaient mais non, c'est pas un problème. Nous savions, nous, que c'était un problème. À partir du moment où un pays ne présente pas des garanties sur des questions de sécurité, vous ne pouvez pas abriter un événement comme celui-là, sans même qu'on ne fasse un procès, ni sur l'entourage, ni sur le procès en complotisme que j'ai vu germer aussi. Je m'arrêterai là, parce que j'ai refusé de faire des commentaires dessus, pour que les gens ne pensent à aucun moment qu'on puisse se réjouir du drame qui arrive au Cameroun, parce que nous souffrons de ce qui arrive au Cameroun. C'est même un sentiment d'humiliation que je ne peux pas vous décrire. Je le vis comme une humiliation. Et on va en reparler. D'accord. Alors, commissaire Junior Zogo, en 72, pour la CAN qu'organisait le Cameroun il y a près de 45 ans aujourd'hui, il y a eu plusieurs personnes qui ont été envoyées en prison. Paul Biya prend le pouvoir avec un slogan qui est très connu, rigueur, moralisation. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont répondre de ce retrait de la CAN au Cameroun sur Paul Biya? Forcément, cette histoire m'a été racontée par mon papa qui l'a vécu, la CAN de 1972. Et pour vous rafraîchir la mémoire, il y a effectivement des têtes qui sont tombées. Parmi ces têtes, il y a un célèbre ministre que M. Paul Biya a rappelé aux affaires, je crois, Ngoubenou. Voilà, qui a fait les frais de cette incurie déjà. Le président Ahidjo était un homme en point, certes, mais c'était en fait un visionnaire qui ne badinait pas avec ce que je viens d'appeler là le sens de l'État, l'intérêt général. Voilà, on peut encore admettre qu'il ait commis des bavures sur le plan des droits de l'homme et du respect des libertés. Voilà. Vous m'interpellez maintenant pour savoir s'il y aura des têtes qui vont tomber ou pas. Je suis quelqu'un qui connaît bien le fonctionnement des institutions du Cameroun. Monsieur Paul Biya... Juste pour ne pas vous couper, est-ce qu'il y a des têtes qui vont tomber ou alors il y a des têtes qui devraient tomber? D'accord. Des têtes qui vont ou qui devraient, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ça pourrait peut-être expliquer qu'en fait, qu'en fin de compte, on tire les leçons d'une situation. Le fonctionnement du système camerounais, cette systémie, fonctionne sur la politique du bouc émissaire. Voilà. Joël vient de le dire, l'improvisation, moi je parlerai même en fait d'un pilotage à vue et aveugle. C'est un régime qui n'a pas de prospective, qui n'a pas de projet, qui ne se projette pas. Le régime fonctionne à volo. C'est-à-dire au jour le jour, au quotidien, on se lève, qu'est-ce qu'il y a à faire et tout. Comme à son habitude, le président Paul Biya, j'aime le dire de manière caricaturale, il a tous les pouvoirs,
il nomme tout le monde, mais il ne répond jamais de rien. Il y a un principe qui est sacré en droit constitutionnel. Le peuple a donné un mandat au président Paul Biya. C'est lui qui a été élu. Je ne parle pas de la dernière élection. Il ne faudrait pas qu'une confusion s'installe. Je suis dans une bataille où j'estime que ça a été une imposture. Il y a eu un hold-out électoral. Je parle des précédents mandats. Voilà. Le président Paul Biya est garant d'un mandat que le peuple camerounais lui a confié pour veiller sur les intérêts de la communauté, tel que cela est prescrit dans le Léviathan de Thomas Hobbes ou le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. C'est à lui que le peuple camerounais a confié un mandat. Maintenant, en droit constitutionnel, même en droit administratif, j'ai toujours expliqué. Moi, j'ai exercé comme commissaire de police. J'ai des missions que je confie à mes hommes. Lorsqu'ils vont sur le terrain, ils ont une feuille de route avec un ordre de mission. En cas d'exaction commise, c'est toujours ma responsabilité qui est engagée. Sauf si je prouve leurs fautes personnelles qui sont allées au-delà de ce qui leur a été prescrit. M. Paul Biya dispose de ce qu'on appelle les moyens régaliens. M. Paul Biya dispose des pouvoirs coercitifs. M. Paul Biya dispose des organes qui lui permettent de pouvoir surveiller, contrôler et se rassurer que les choses marchent. Maintenant, M. Paul Biya a été peut-être, vous me direz, c'est ce qui est transparent entre les lignes, à travers votre question, qu'il aurait été surpris par le retrait de cette canne. Sans doute, il aurait donné des consignes qui n'auraient pas été respectées. Je vous dirais une chose. M. Paul Biya, en 2011, va à l'Est mener sa campagne. En pleine campagne, il annonce la construction d'une route à Bombang-Bokmis. La population hurle et crie au scandale. Une route qui n'a jamais existé. Un homme d'État, c'est celui qui sait prévoir. Un homme d'État, c'est celui qui anticipe. Un homme d'État, ce n'est pas celui qui s'enferme dans une bulle. Comme j'aime beaucoup les anecdotes, Guy, je me souviens, on m'a raconté une histoire en Tunisie avec le dictateur Ben Ali. Il s'est enfermé dans sa tour d'ivoire. Il berçait son fils, un garçon, je crois, de 5-6 ans. Son entourage a tout cloisonné autour de lui. Il se contentait de lire des rapports où on lui faisait croire que tout allait bien. Ben Ali s'est retrouvé avec des révolutionnaires aux portes du palais lorsque son officier de sécurité est venu lui dire qu'il ne pouvait plus assurer sa sécurité, qu'il fallait l'évacuer par hélicoptère. Ben Ali était étonné. Pour revenir sur M. Paul Biya, pourquoi chercher des boucs émissaires? Il y a une dame qui m'a appelé tout à l'heure là qui me dit normalement Paul Biya devrait remettre le tablier. Moi je m'attends à ce que Paul Biya démissionne. Enfin, pourquoi chercher des boucs émissaires? Paul Biya a donné des consignes, son plus proche collaborateur, Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République, qui a la ligne privée et personnelle du chef de l'État. Il n'a pas pu lui donner des bons renseignements. Et j'ai été en Guinée équatoriale. Le président Obiangema, que je n'encense pas, qui est un homme aussi âgé, je l'ai vu venir contrôler des chantiers sur le terrain pour se rassurer de l'effectivité des travaux. C'était une société, je crois, marocaine, Arab Contractors, qui construit des bâtiments, égyptienne, pardon, qui construit des bâtiments. J'ai vu de mes yeux le président Obiangema dans des chantiers. Monsieur Paul Biya, je ne sais pas, depuis la dernière mascarade électorale là, où il a prêté serment, je ne sais pas, vous l'aurez aperçu quelque part là. Lorsque tout ceci se passe, il est silencieux. On ne sait même pas si le Cameroun a un dirigeant. Pour moi, le premier responsable, pour répondre à votre question, c'est M. Paul Biya. Et j'attends à ce que M. Paul Biya remette sa démission. Au pire, ce que je dis n'engage que moi. Il y aurait un patriote au sein de nos forces de défense, ça aurait été pour moi un motif légitime et suffisant pour déposer M. Paul Biya et sauver l'honneur du pays. Joël l'a dit, c'est plus qu'une humiliation, c'est la nation tout entière qui se sent humiliée, ce Cameroun si cher à Oumniobé, ce Cameroun si cher à Moumié, ce Cameroun si cher à Roger Mila, et même Eto'o-Fils, qui se fait passer pour un illustre ambassadeur du Cameroun. Laissez-moi terminer mon propos, Guy. Lorsque je vois quelqu'un comme Eto'o-Fils venir au Cameroun, soutenir l'imposture, Eto'o-Fils voyage, il a joué dans des grands pays, il sait ce qu'on appelle le progrès, il sait ce qu'on appelle le développement. Pourquoi M. Eto'o-Fils a peur de dire la vérité à son ami Paul Biya? Moi, je crois en second lieu, le deuxième responsable de cette débat après Paul Biya, c'est M. Samuel Eto'o-Fils qui devrait rapidement être jugé pour haute trahison
Parce que vu les espoirs que le peuple a fondés en Samuel Eto'o fils, il devrait avoir l'honnêteté, l'humilité de dire la vérité à son ami Paul Biya. Et puis bien évidemment, en troisième lieu, que tous qui ont participé de près ou de loin à cette humiliation répondent de leurs actes, notamment le ministre Bidounkpat, Ferdinand Ngongo. Mais pour moi, le premier qui devrait faire les frais, c'est M. Paul Biya, parce qu'il ne peut pas être celui-là qui procède à toutes les nominations, mais qui ne répond jamais de rien. Que Paul Biya dise au peuple camerounais ce qui s'est passé en remettant sa démission. Merci. Abdelaziz, alors, la situation est telle qu'aujourd'hui, on ne peut plus oublier qu'il y a quelques mois encore, voire semaines seulement, Ahmad disait très clairement, la CAN 2019 dépend du Cameroun. Comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui interpréter ce rétropédalage? Un rétropédalage ou comment est-ce qu'on interpréterait cela? La CAN dépend du Cameroun à la CAN vous sera retirée parce que vous n'êtes pas prêt. Comment est-ce qu'on interprète? Je crois qu'il faut, concernant la communication d'Ahmad, il faut lire entre les lignes. Ahmad a eu un fil conducteur. Depuis, sa position est constante, une position qui a d'ailleurs été rappelée le 29 septembre à Sharm el-Sheikh, au sortir d'une autre réunion du bureau du comité exécutif de la CAF, qui stipulait de manière très très claire que le Cameroun n'était pas prêt. Et cela résultait de rapports d'inspection sécuritaire et d'inspection des infrastructures qui avaient été remis par la commission d'organisation de la CAF. Il y a eu une constante chez Ahmad. Ahmad ne voulait pas endosser directement la responsabilité de ce qui avait déjà été constaté et même acté par certaines instances de la CAF, certains responsables de la CAF. Il a d'abord refilé le bébé à des cabinets d'audit, connus, pour ne pas en faire leur publicité ici, disant que le bureau du comité exécutif de la CAF n'était pas souverain pour décider. Tout au moins, il s'appuierait sur la lettre du rapport qui allait leur être soumis. Donc, à partir de ce moment-là, ayant déjà fait un certain nombre de déclarations en privé qui avaient fuité, où Ahmad s'étonnait premièrement de ce que le Cameroun, un si grand pays, on a rappelé tout à l'heure les lauriers de notre pays, ne soit pas en mesure de mettre sur la table des infrastructures de qualité, en même d'accueillir une CAN, je dis bien, à 16 équipes en janvier 2019. Puis, par la suite, il y a eu, je pense que c'est un peu en filigrane ce que disait le commissaire Zogo, le rôle de Samuel Eto'o fils. Voilà un enfant de l'Afrique. Voilà un enfant gâté du ballon rond, du football. Voilà quelqu'un dont le palmarès est inégalable, sera inégalé avant plusieurs décennies, qui est entraîné, instrumentalisé, s'embourbe dans une opération d'un ridicule absolu. Qu'est-ce que Eto'o fait au Palais de l'Unité à la veille de l'élection présidentielle avec Ahmad dans une opération tout au moins ambiguë, pour dire le moins, pour être poli, où on prend un jet privé, qui a payé le jet privé. Parce que, vous savez, la question des scandales politico-financiers chez nous est devenue tellement banale parce que les comportements éthiques, l'éthique n'est pas au centre de la vie et n'est plus au centre de la vie des Camerounais depuis bien longtemps. Depuis que Donatien Coigny est venu au Premier ministère, à l'immeuble Étoile, remettre 11 millions en cash au Premier ministre Achidi Achou dans le cadre d'un coup de cœur, on a compris que la morale publique descendait dans les chaussettes au Cameroun. Samuel Eto'o, qui n'a pas une seule rue en son nom, n'a pas une seule avenue au nom des Lions indomptables au Cameroun, les Lions qui ont tout donné à ce pays. Je rappelle que les footballeurs camerounais sans infrastructure, regardez, la plupart du temps, on dit que les Camerounais sont des génies du ballon rond, qu'on fait des reportages, ils sont exotiques ou folkloriques, ils jouent dans la rue. C'est ce qui plaît souvent aux chaînes de télévision occidentales. On vient découvrir d'où Abega Mbida venait. Il s'entraînait au Stade Malien. L'un des 50 meilleurs clubs du monde était camerounais, le Canon de Yaoundé. 50 clubs du monde, meilleurs clubs du monde. Et il s'entraînait au Stade Malien, un stade qu'on ne peut pas montrer à nos enfants aujourd'hui. Les Camerounais ont tout donné. Le Rix de Douala, Mapelepe, Moukoko de confiance, Tanana Remita, etc. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions. C'était les premiers. Le Tonnerre de Yaoundé, 1975, Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. C'était la première édition en 1975 contre le Stade d'Abidjan. Tonnerre de Yaoundé. Le Canon de Yaoundé qui raflait à l'appel championnat Coupe du Cameroun et Coupe africaine des clubs champions et des vainqueurs de coupe. Ils ont donné sans infrastructure.
uniquement avec les infrastructures construites en 72. Celle de Yaoundé, Stade Omnisport Amadou Ahidjo, et celle de Bepanda, Stade Omnisport de la réunification. Mon cher Guy, comment on peut imaginer qu'en 2018, Samuel Eto'o, qui est un garçon intelligent, au courant de ces choses, c'est qu'après 84, après 82, où Thomas Nkono a inspiré le monde du football, il a révolutionné le poste de gardien de but et la façon de jouer. Après 90, 5e équipe mondiale, avec un tournoi stratosphérique, la médaille d'or de Sydney, on n'est pas imaginé que le Cameroun pouvait se doter d'un stade, ou bien même doter des quartiers. Les quartiers d'extraction des Mabouan, Kesak, des Mfédé sont connus, des quartiers populaires. Vous n'avez pas un seul site, un gymnase à Yaoundé, à Tinga, à Mokolo, à Vogada. Ça n'existe pas. Mais comment on veut que par la magie de Samuel Eto'o, par sa seule magie, parce qu'il est un footballeur international d'une dimension mondiale, par sa seule magie, on puisse faire de l'incantation, mystifier un peuple pendant l'élection présidentielle, parce qu'il s'agit de mystification. Tout à fait. On savait très bien que les échéances n'allaient pas être respectées. Je m'explique. Japoma, on a reporté en mars 2019. Pourtant, le cahier de charge, c'était 6 mois avant l'échéance, c'est-à-dire en décembre, tout au moins 2018. Donc, ce qu'on disait sur le cas du capitaine Samuel Eto'o est révélateur d'un état d'esprit. L'instrumentalisation des génies, des virtuoses, des talents au Cameroun. Regardez, quand il y a eu l'élection présidentielle, c'est peut-être une digression, mais à peine, le ministre de la Culture, Mwele Koumé Narcisse, a invité une personnalité de la musique mondiale qu'on appelle Jean Dikoto Mandengue dans son cabinet pour signer un appel à candidature du président Biya. Il était aux côtés d'artistes dits du littoral et je me suis dit, il y a un problème. Voilà un autre problème. Eh bien, même combat, c'est ce qui se passe avec les Samuel Eto'o que les Richard Bona refusent aujourd'hui de rentrer dans une sorte de l'arbinisme officiel pour la seule gloire d'un homme, le président Biya, qu'on a déifié, qu'on a statifié au Cameroun. C'est pour ça que moi je lis les aînés comme Xavier Messé Atiati ou Mathias Eric Oronangini qui nous parlent d'un patriotisme désuet, qui nous parlent d'une façon d'être camerounais à laquelle eux-mêmes ils ne croient pas. Parce qu'on ne veut pas indexer et pointer le seul et unique responsable de cela. Guy, terminons. C'est 2 secondes. Mais ce dossier, le ministre Moutazé était en charge de ce dossier. Comme secrétaire général des services du Premier ministre, quand il part du secrétaire général du service du Premier ministre, il devient ministre de l'économie en 2015. Ce ministre-là de l'économie chapeautait sous son secrétaire général les dossiers de la CAN. Donc, on a 2 problèmes. La personnalisation du pouvoir et l'absence d'interministérialité. Parce que si la CAN était placée sous la responsabilité d'une délégation interministérielle, on saurait que le commissaire Zogo parti au ministère des Finances ou pas, Joël Didier Ngo parti à la Haut Sport ou pas, il y a une délégation interministérielle qui coordonne. Ça n'a pas existé. Séraphin Fouda a reconfiguré à sa guise le dossier. C'était un nouveau dossier. C'est-à-dire que quand le président de la République qui ne suit pas le dossier. Parce que si vous allez sur les chantiers au centre de Biangema ou d'Ali Bongo pour les 2 dernières CAN, je rappelle que le Gabon a récupéré une CAN qui devait être organisée par le Maroc. Tout à fait. La Guinée équatoriale, une CAN qui devait être organisée par la Libye pour des problèmes sécuritaires. Donc ce sont des pays qui ont été réactifs parce qu'ils disposaient d'infrastructures et dont les chefs d'État, on peut tout leur reprocher. Moi en premier, mais ils suivaient l'avancement des travaux. Le président Biya a acquis pour plus d'1 million d'euros un véhicule Range Rover de commandement. Blindé. Mais ce véhicule-là aurait fait le tour du Cameroun, des infrastructures, aller à Bafoussam, voir comment la voirie urbaine est dévastée. Juste avec la permission de Guy, je vais ajouter de l'eau dans ton moulin. Avant cette émission, on a échangé. La dernière inspection de la CAF au Cameroun, les inspecteurs n'ont pas pu se rendre sur un site. Vous savez lequel? C'est à Limbe-Aboya. Pour des raisons d'insécurité, voilà ce qu'ils ont dit. Aucun des candidats à l'élection présidentielle n'a pu lui-même se rendre sur ces sites et dans cette région. Pourquoi nous, de la CAF, nous devons nous y rendre? Et du coup, dites-moi, les gens s'attendaient à quoi? Déjà, si la CAF elle-même
pour des raisons de sécurité. Et ça a été le principal argument. Lorsque les gens avancent des thèses complotistes et tout, D'accord. c'est l'argument sécuritaire. Voilà. Justement, sur les thèses complotistes. Après, Joël Didier, vous êtes autorisé également, si vous avez à enchérir Non, j'écoute l'argument. C'est un argument. Pourquoi je ne réagis pas? Parce que c'est un moment de gravité et un moment de vérité. Vous savez, pendant, je dirais à titre personnel, ça fait 20 ans. Exactement 20 ans, je dirais. Les premières arrestations de Titus Sédhiou, en fait. J'ai tiré en interne, j'étais encore très jeune à l'époque, l'alarme sur ce que j'ai appelé, j'étais dur en interne en disant la culture du mensonge qui s'est distillée petit à petit dans ce régime. C'est la culture du mensonge. Et c'est pourquoi je parlais du moment de vérité. C'est-à-dire que vous avez un régime qui n'assume jamais les responsabilités, dont le chef donne l'impression, c'est l'impression qu'il donne, qu'il ne suit pas, que c'est l'entourage ou des collaborateurs qui prennent des décisions. Mais il s'intéresse quand ça touche directement à sa fonction. Là, il se sent concerné. Mais ce que la CAN nous révèle, ce qu'elle nous révèle aujourd'hui, c'est pourquoi je parle du moment de vérité. Lorsqu'on parle des boucs émissaires, vous avez posé une question, qui va-t-on arrêter cette fois-ci? Commençons. Mais on va commencer par arrêter qui? Regardons autour de Paul Biya, qui est autour de Paul Biya aujourd'hui? Il y a quand même ce qu'on appelle en général parlons la maîtrise d'ouvrage, qui prévoit tout, la maîtrise d'œuvre, qui met en place non, tout. avant même de regarder parlons franchement. Qui gérait le dossier de la CAN? Ce sont les fidèles des fidèles de Paul Biya. Des hommes de confiance. Très bien nommés. Je dirais même parfois de la famille directe de Paul Biya. Vous savez, ces gens, lorsqu'on parle de Moutazé, on l'a sur. Moi, je l'ai dans le collimateur depuis presque 16 ans. Parce que lorsque Moutazé arrive à la CNPS, beaucoup de gens ne savent pas. Lorsque Moutazé arrive à la CNPS vient de conclure ce qu'on appelait un contrat de désendettement avec les bailleurs de fonds, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Vous savez combien s'élevait l'accord? C'était 251 milliards. C'est-à-dire qu'au moment où il arrive à la CNPS, ce que j'appelle la même association de malfaiteurs familiales, met la main sans qu'il y a là un moyen de s'enrichir. Je parle trivialement. Et elle répercute à chaque fois ce type de procédé, chaque fois que vous verrez une opération à but, je dirais, lucratif au Cameroun, ou quelque chose, un projet qui draine de l'argent au Cameroun, vous allez retrouver les mêmes membres de la famille présidentielle. Moi, je ne vais pas faire des procès incantatoires à l'égard de toutes les autres personnes. Je sais qu'une république a des responsables. C'est pourquoi nous touchons enfin le cœur même du système de Paul Biya. Dans ce cœur-là, la CAN a vraiment drivé ce qu'il y a le cœur. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez des hommes qui appartiennent à madame, et de l'autre côté, des hommes qui viennent du côté de monsieur. Et souvent même, quand vous allez chercher à l'intérieur, vous allez trouver des prête-noms qui sont en fait des prête-noms qui cachent derrière des gens de la famille présidentielle. Et je dis, et je préviens là, que nous, on va faire le travail qu'on sait faire. Parce que souvent, les gens ont l'impression que nous défendons des anciens dignitaires. Non, nous rentrons dans des procédures et nous essayons de voir si la procédure est arbitraire ou ne l'est pas. Nous ne tolérerons pas qu'il y ait des boucs émissaires. Nous voulons enfin que le système Biya touche le cœur même. Parce qu'il y a eu ce qui s'est passé avec la CAN, c'est quand vous distillez le sentiment d'impunité. Vous avez des Moutazé qui vous disent jamais je ne serai touché parce que je suis le proche du président de la République ou tel qu'il est. Et ils ont fait ça au vu et au su de tout le monde. Si la CAN a pris ce retard-là et tout ce qui a entouré les malfaçons au niveau de ce qui va sortir, même de ces infrastructures, c'est parce que des gens derrière ont fait à leur tête. Et nous explorons et nous demandons au président Biya
simplement maintenant de toucher le cœur de son système. Qu'il ait le courage enfin, qu'il ne touche plus des boucs émissaires, qu'il n'envoie plus des boucs émissaires en prison pour rien, qu'il y ait un vrai procès sur les auteurs, on connaît leur nom, on sait où ils sont, on sait qui a fait quoi. Nous n'allons pas nous cacher derrière des mots et derrière des procès d'incantation. Nous savons qui a fait quoi sur ce dossier-là, que les Camerounais le sachent enfin. Et nous veillerons, moi je parle comme responsable de la société civile, à ce que ce soit des procès justes et équitables, et que ce soit des vrais auteurs qui soient enfin touchés et qui répondent aux Camerounais de ce qui s'est passé. D'ailleurs, là, depuis ce matin... C'est pourquoi je n'en parlais pas. Je veux vraiment que ce soit... C'est un moment de gravité, c'est aussi un moment de vérité. Il faut que le président Biya sache que nous, on a grandi à Yaoundé. Tout à fait. Le palais de l'unité, avant qu'Amadou Aïjo n'a pas habité. Mais nous voyions chaque samedi le président Aïdjo traverser Yaoundé pour aller superviser les travaux du palais de l'unité. Il n'a pas habité ce palais-là un seul jour. Du tout. Mais il faisait ça tous les samedis. Il traversait Yaoundé. Il allait à Etoudi superviser ses travaux et il revenait. De tout à fait. Est-ce que le président Biya s'est déplacé une seule fois bon sens pour aller voir ce qui se passait au stade de Japouma ou ailleurs? C'est vraiment le B.A.B.A. Avant de chercher les responsabilités, qu'il assume enfin comme chef d'État, qu'il a placé des hommes et qui a eu à un moment des dysfonctionnements dont il est le responsable. Moi, je veux quand même comprendre une chose. Est-ce que l'absence de l'instance dirigeante du football au Cameroun n'a pas aussi été assez pesante sur ce retrait? Quelle instance la FECAFOOT, qui n'existe pas. Mais la FECAFOOT, elle est ce qu'on... On a un comité de normalisation qui est là pour une deuxième ou troisième séquence. Est-ce que tout ça ne fait pas suffisamment problème pour qu'on n'ait pas d'acteurs suffisamment aguerris pour organiser une CAN? Est-ce que c'est la FECAFOOT qui contrôlait la faisabilité des infrastructures liées à la CAN? Je pose une question. Sans dédouaner qui que ce soit, je ne pense pas. Et il y a un autre phénomène, je riais hier d'ailleurs, en me disant, c'est quand même bizarre que Iya Mohamed est en prison au moment où je vous parle. Nous voyons des candidatures se multiplier à la FECAFOOT. Et on a Ahmad Ahmad, dans une de ses déclarations récentes, appelait les responsables du football camerounais à prendre enfin leurs responsabilités. Comment un grand pays comme celui-là ne peut même pas avoir un championnat digne de ce nom. Je pense que la FECAFOOT n'est que l'absence de FECAFOOT. L'absence de FECAFOOT traduit ce qu'est le système Biya. D'accord. Ça veut dire qu'à un moment donné, on dépouille les institutions, les aides. Iya Mohamed était ce qu'il était. On lui a reproché l'extrême longévité. Mais on s'est rendu compte que ceux qui l'ont remplacé n'étaient pas les hommes idoines en termes de management, en termes de gestion même d'une fédération. Et que la supervision que vous appeliez peut-être, vous appelez derrière votre question, n'aurait même pas pu être faite par ce qu'on appelle le comité provisoire, parce que les hommes viennent, et on dit d'ailleurs que c'est Samuel Eto'o qui contrôle la plupart des hommes qui sont derrière le comité provisoire. Vous savez, on ne va plus se cacher derrière les mots. Je ne vais pas faire de grands discours ici. Je vais vraiment parler aux gens pour qu'ils comprennent, ce qui se passe. Le comité provisoire est contrôlé par des hommes de Samuel Eto'o. Ils viennent d'ailleurs de mettre un des journalistes en prison à cause de ces révélations. On lui demande, je le lui ai demandé, qu'il interfère maintenant pour que ce journaliste sorte de prison. Parce que ce sont des choses, ce Cameroun-là, nous ne le tolérerons plus. C'est fini, c'est la fin, c'est un moment de vérité. Oui, enfin, on en parlait il y a quelque temps ici sur ce plateau, cet état policier, je veux dire, c'est de plus en plus désagréable. On a tous effectivement suivi le cas de ce journaliste qui a été écroué pour avoir accusé Samuel Eto'o fils, enfin, du moins, qui aurait fait un débat sur une émission radio, où on alléguait que Samuel Eto'o fils serait... Pour une fois, on l'appelle publiquement, on fait appel à lui, pour qu'il interfère au moins, parce que cet homme est à Konangui aujourd'hui. Oui. Donc, bien sûr.
D'accord. Alors, oui. Oui. Dessus pour. Je veux revenir effectivement. On reste toujours sur le retrait de la CAN. J'ai posé la question tout à l'heure sur l'absence des appareils qui participent à l'organisation d'une CAN dans tous les pays, l'Africa Foot. Est-ce que leur absence aujourd'hui dans le pays ne pouvait pas suffire pour informer de la difficulté, voire de l'impossibilité d'organiser la CAN au Cameroun en 2019? C'est une question que je posais à Aziz. Alors, la FECAFOOT a une activité. Les lions indomptables du football. Voilà. Est-ce normal? l'activité- C'est bien dit, Aziz. Voilà. Tout à fait. Voilà l'activité de la Mais FECAFOOT. c'est pas possible. Merci Joël de dire que nous ne payons plus de mots. Parce qu'on a tourné. Les Camerounais, ce sont des spéculatifs incroyables. On a que ça, la virtuosité dans l'entourloupe. Et on a des lauriers dans ce domaine-là. L'activité de la Fédération camerounaise de football, C'est les lions indomptables. c'est les lions indomptables. Et c'est d'autant plus impressionnant que vous voyez les lions indomptables qui sont une vache grasse sur laquelle viennent se batailler le ministère, la présidence, tous les corps de l'État. Quand il y a une délégation des lions indomptables, Au détriment de toutes les autres oui, petites associations mais qui font vivre quand il y a le football dans un pays. une délégation des Lions, vous avez la DGRE, vous avez la DGSN, vous avez l'armée. Je me demande ce que viennent faire les trois institutions dont j'ai parlé dans une délégation. Je continue. Il y a la présidence de la République, il y a les services du Premier ministre, il y a le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation physique et bien d'autres. Vous avez les joueurs, les maîtresses, les copines, etc., etc. Ça ressemble à quelque chose d'anecdotique. Mais cette usine à gaz, elle est en train d'exploser. Parce que quand vous passez à côté d'une maison, un immeuble où il y a une fuite de gaz, il suffit d'une étincelle pour que ça explose. C'est en train d'exploser. C'est la question de la propagation maintenant. Jusqu'à quel niveau, au notre pays, le Cameroun. En France, et même dans des pays de moindre dimension sur ce plan-là, vous avez des fédérations où on peut, en termes de structuration sur le plan national, vous dire combien de licenciés on dispose. La FECAFOOT, la première chose que la FECAFOOT doit faire, c'est de nous dire combien de licenciés camerounais, licence de football. C'est-à-dire qu'il y a 500 000, il y a 1 million, il y a 2 millions. C'est sur cette base-là qu'on peut estimer d'ailleurs que c'est le sport le plus populaire. Quand on dit en France que le rugby et le tennis sont plus populaires que le football, ou des sports, c'est parce que ces fédérations-là ont un nombre de licenciés plus important que la Fédération française de football. Parce qu'il y a des statistiques. Un travail fédéral. C'est-à-dire qu'au niveau de l'encadrement, de la détection, quand il y a une direction technique nationale, ils font quoi? Le DTN en France supervise la structure fédérale de détection du petit Ngolo, du petit Mbappé, du petit Giresse, du petit Platini. Et qui sait demain du petit jusqu'à X. la Coupe du Monde. Et qui sait demain du petit X, jusqu'à la Coupe du Monde. Ce qui n'y a pas. D'ailleurs, c'est quand on dit la formation à la française, tient de cela. Parce que l'essentiel de l'activité de la Fédération française de football, c'est la formation. L'organisation du football, le recrutement des licenciés et le développement du football à travers les infrastructures. Ça n'existe pas chez nous. Regardez quand il y a une élection de la FECAFOOT. Il s'agit de quoi? Vous avez des anciens candidats à la présidentielle dont on parle de l'entrée dans le bureau exécutif. Vous avez des fils de ponte du régime qui se bataillent. Vous avez la portion congrue qui est réservée aux footballeurs. Quand un footballeur est candidat à l'élection du président de la FECAFOOT, ça devient un événement national. Joseph-Antoine Bell en l'occurrence. Alors que c'est la place naturelle d'un footballeur. Or, la FECAFOOT est devenue un enjeu politique, éminemment politique. Ça n'a rien à voir ni avec le sport, ni avec le football. Sinon, la question des lieux indomptables. C'est pour ça que la FECAFOOT ne pouvait pas avoir voix au chapitre. Puisqu'on parle de quoi, Guy, commissaire Joël Didier, on parle d'affaires de gros sous. Dans le budget 2018, l'exercice qui est passé, 650 milliards de francs CFA ont été provisionnés pour la CAN. Le député Nietzsche a demandé une commission d'enquête. Dans un pays sérieux, on devrait, dès l'instant où on nous a retiré la CAN, dès l'instant, le Parlement se réunirait en bureau et mettrait en place immédiatement une commission d'enquête. Le Parlement, je parle du Sénat et de l'Assemblée nationale. Absolument.
Dans l'exercice qui commence en janvier, il y a plusieurs centaines de milliards, mon cher Guy. Où sont partis ces fonds? Qui a utilisé cet argent? Tout à l'heure, Joël Didiengo parlait de gens bien identifiés. Le ministre Motazé a géré le dossier de la CAN dans notre pays. Il était devenu une sorte de tsar, de pharaon, de Deus Ex Machina, qui décidait de ce qui va être fait ou ne va pas être fait. Il est parti au ministère de l'Économie, personne ne lui a posé la question. Il y a un jeune secrétaire général adjoint de la présidence qui est devenu secrétaire général des services du Premier ministre. C'est identifié. Et les notes que recevait le président Biya, on peut les retracer dans un circuit. C'est pour ça qu'on parle de moderniser ce pays-là, pour retracer, faire la traçabilité des responsabilités. Là, on est sérieux. Là, on parle d'un pays qui, en 1972, a organisé une CAN par la volonté politique d'un chef d'État. La volonté politique. En quelques mois, on a construit ces deux stades-là. En quelques mois, c'est la décision d'Aïdjo, on a construit et le Cameroun a abrité avec brio, malgré le tragique de l'élimination en demi-finale par le Congo. Donc, en fait, aujourd'hui, on est au cœur de la gouvernance camerounaise. Son échec est cristallisé et symbolisé par ce qui vient de se passer à Accra. D'accord. Alors, comme c'est Junior Sogo, ce retrait de la CAN était, on peut le dire aujourd'hui, le deuxième coup que recevait le Cameroun, parce que quelques jours avant ça, le Cameroun s'est vu totalement exclu des compétitions africaines. La Coupe du Cameroun n'ayant pas pu se tenir, le Cameroun n'a donc pas pu avoir son représentant à la Coupe de la CAF. Mais qu'est-ce qui va encore, qu'est-ce qui marche encore au Cameroun dans ce jour? D'accord, mais effectivement, ça suscite de l'hilarité, mais comme l'a dit Aziz, pour moi, c'est une véritable tragicomédie. Voilà. Je vais juste revenir tout à l'heure sur cette politique de bouc émirisation, là, de trouver des boucs émissaires et tout. J'ai appris par des réseaux qui me sont personnels que le président Biya aurait ordonné et retiré, aurait donné l'ordre depuis cette nuit à minuit d'interdire de sortir du territoire un certain nombre de personnalités qui, à son avis, seraient impliquées dans cette débâcle-là. Ça, c'était une information pour nos téléspectateurs. Voilà. Bien évidemment, les uns et les autres l'ont dit, Joël et Aziz, l'Africa Foot n'est que, à mon avis, illustre à suffisante cet état de déliquescence très avancé de notre pays, le Cameroun. Voilà. L'Africa Foot est à l'image de la gestion et de la gouvernance de M. Paul Biya. Une gouvernance caractérisée par l'immobilisme, l'inertie et la paresse. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Lorsque nous, activistes, nous demandons à M. Paul Biya de prendre sa retraite, d'aller se reposer, des gens estiment que nous sommes des antipatriotes. Mais voilà, vous dites qu'il n'a pas pu présider cette finale de la Coupe du Cameroun. Et pour des motifs fallacieux. Mais justement, il faut que M. Paul Biya se fasse rappeler à l'ordre par un modeste président de la CAF. Je n'ai pas dit que la CAF est une institution négligeable, mais figurez-vous, ma fierté en prend un sérieux coup, au point où j'ai l'impression que le censeur du Cameroun, c'est désormais M. Ahmad, qui nous donne la feuille de route, ce qu'on devrait faire pour notre pays. Et où sont passés ces stratèges qu'on a chez nous, ces intellectuels, ces brillants Camerounais qui ont fait des études, qui peuvent faire des propositions, donner des idées au président Paul Biya. Le président Paul Biya est tout simplement un homme épuisé, un homme qui est manipulé, un homme qui n'a plus assez d'énergie. Imaginez-vous un homme de 85 ans. Mais M. Biya, il ne peut pas présider une Coupe du Cameroun, non pas parce qu'il ne veut pas, non pas parce qu'il a oublié, mais M. Paul Biya, comme tout homme de son âge, est épuisé. Il est temps qu'il y ait du sang neuf à la tête de ce pays. Et lorsque nous nous réunissons ici pour le dire, ce n'est pas trop par plaisir ou bien pour ternir l'image de notre pays, comme certains sont tentés de nous brocarder, que nous sommes des antipatriotes, nous ternissons l'image du pays. L'Africa Foot est à l'image de notre pays. Et il était grand temps que le monde entier, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, sache que ce pays va très mal. Il est en mode pilotage automatique et que M. Paul Biya est manipulé par un entourage qui le maintient sous perfusion et qui n'a plus les capacités physiques et intellectuelles lui permettant de continuer à diriger ce pays. Et le dire, ce n'est pas une insulte.
C'est pas un blasphème, c'est pas une diffamation vis-à-vis de cette institution qu'est le président de la République. Vous comprenez un peu? Je vais revenir sur une question toute bête. Aziz parlait des licences au niveau de la FECAFOOT et tout. Où sont les retombées? Moi, je vais vous retourner la question des différentes participations des Lions à des compétitions internationales qui rapportent une plus-value. Je n'ai pas peut-être les chiffres. Nous connaissons. Le Cameroun a participé à combien d'éditions de la Coupe du Monde? Ici en France, vous parlez des fédérations, vous parlez du sport qui est désorganisé, la FECAFOOT. Mais cet argent, lorsque la FIFA le verse à la fédération, je crois, je parle sous le contrôle d'Aziz, il faut le repartir aux différentes associations pour développer le sport. Voilà, pour développer le sport. Est-ce qu'au Cameroun, il n'y a que le foot? C'est manifeste. Voilà. Mais j'ai été en Allemagne. Je suis allé rendre visite à ma nièce qui est en mariage en Allemagne. Il y a son neveu qui joue dans un club à Hambourg. Il nous a dit, chaque fois que l'Allemagne gagne une Coupe du Monde, c'est le jackpot pour toutes les associations. Ils ont des clubs bien structurés, bien organisés, avec des boutiques. Ils ont les retombées de la victoire de la Mannschaft sont perceptibles. Voilà, je reviens sur le Cameroun. Le Cameroun, je crois, à 3 reprises a participé à des Coupes du Monde. Il y a eu des retombées énormes. Mon frère Aziz Moundé, dis-moi, toi qui suis cette actualité du foot, qui est dans le monde du journalisme, qu'est-ce qui a été fait de tout cet argent? Au point où même un simple stade, moi je viens d'une région, pour des raisons de sécurité, je ne vais pas l'évoquer ici, mais il y a des stades qui ont été construits par Yann Villa, dans ma ville où j'habite, et Djibril Cissé, qui sont des joueurs. Vous me parlez des Tofis tout à l'heure là. Concrètement, qu'est-ce que lui il a fait pour faire évoluer le sport camerounais? Si Yann Villa, j'invite les uns et les autres à aller dans les Yvelines, vous demandez des structures qui ont été construites par Yann Villa et Djibril Cissé, on va vous dire, les voilà. Et là où ils sont nés, vous comprenez, c'est des quartiers chauds des Yvelines. On n'aura pas de représentant d'Eto pour répondre à cette question, mais je pense quand même qu'Eto a fait pour le football africain. Il a quand même construit au Gabon tout un... Vous permettez que je vous réponde là? Oui, je suis un panafricain. Oui. Voilà, lorsque vous me dites que Eto a construit tout un, je sais centre pas, sportif. Un complexe sportif, c'est le mot, au Gabon. Ça. Mais où est passé le patriotisme de Samuel Eto'o? Je n'ai pas dit qu'aller investir au Gabon, c'est une mauvaise chose. Non, on ne va pas faire le débat là-dessus. Non, mais je réponds à votre question. J'assume mes propos tout simplement parce que la question tout de suite. C'est quoi aussi le patriotisme? Eto'o se réclame comme étant un pur patriote, quelqu'un qui aime beaucoup sa patrie. Moi, je peux vous révéler les dessous de cette histoire du Gabon, avec le président Ali Bongo, qui était une vaste arnaque, une initiative personnelle d'Eto'o. Je ne vais pas rentrer ici, on va dire que c'est du Congo ça. Eto'o qui convoitait une femme dans ce pays-là, et pour l'impressionner avec le président Ali Bongo, a monté cette nébuleuse-là, comme on tente de vous le faire croire. Ça, c'est du pipeau, tout ce qu'on vous raconte là. J'attends de Samuel Eto'o, qui est quelqu'un que je respecte, il est pétri de talent, Eto'o a porté très haut les couleurs du football camerounais. Eto'o devrait aussi être une force de proposition. Mais regardez Georges Weah, il est président au Libéria. Pourquoi Eto'o pense que lui, il doit sa célébrité et son succès au président Paul Biya? Il a déclaré à Aziz Moundé que je vais soutenir M. Paul Biya parce que je lui dois tout. Mais pour moi, c'est une véritable absurdité. Quelqu'un qui se retrouve dans cette posture. Sur cette question-là. Voilà. Eto'o est un fils du peuple. Tout à l'heure, on l'a évoqué. Peut-être que Guy, je pense que le commissaire, ça peut sembler être une fixation sur la personne d'Eto'o. Mais souvent, quand loin de là. On dit quand je parle de moi, je parle de vous. Tout à fait. Sens du go. Et dans le cas d'espèce, parce que ce que Samuel Eto'o, la déclaration qu'il avait faite, était une façon de légitimer ce larbinisme officiel. Tout à fait. Eto'o ne doit rien à Paul Biya. Absolument rien. 2 millions de Camerounais. C'est-à-dire que Samuel Eto'o tout à fait. Aurait même pu évoquer la famille Kadi. Parce que tout à son fait. talent s'est éveillé, s'est révélé par le biais de la Kadi Sport Academy, qui est celle d'un milliardaire camerounais, d'un homme d'affaires, d'un entrepreneur parmi les plus brillants de notre histoire économique, qui a monté une fondation et qui a créé une école de football. Comme les brasseries du Cameroun ont formé Nditab, son Olembe et bien d'autres. Et deuxièmement, quand vous faites une carrière internationale comme celle de Samuel Eto'o, on l'a tous suivi à Majorque, au Barça, à l'Inter de Milan et subséquemment. Enfin, à quel moment intervient
le président Biya dans la finale de la Champions League. Je n'en connais pas. France contre Arsenal. À quel moment intervient Biya quand Eto'o est polyvalent, fait preuve d'une polyvalence absolument extraordinaire à l'Inter de Milan où il se retrouve en position de latéral et remporte une finale de Coupe d'Europe de manière absolument royale. Juste pour sortir de cette séquence, avec ta permission Aziz, il faudrait qu'Eto'o nous explique, peut-être c'est nous qui n'avions pas compris, et bien cerner les contours de sa déclaration. Je termine pour ajouter. En quoi est-ce qu'il se sent redevable vis-à-vis du président Paul Biya par rapport à sa carrière? Moi, j'attends qu'il nous apporte des clarifications. Aziz vient de le démontrer avec force détail qu'Eto'o est un self-made man et qui ne doit rien au président Paul Biya. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce larbinisme? On a bien compris, on va revenir sur les thèmes du jour parce que Eto'o n'est pas le thème principal, mais je comprends très bien. Je comprends très bien que vous... Oui, je comprends bien qu'il soit convoqué ici, mais après, comme je n'ai pas de représentant d'Eto'o, il est difficile quand même de faire un débat, de laisser dire des choses sur Eto'o. Surtout que maintenant on va en prison pour diffamation. La difficulté avec le Cameroun, c'est, j'en discutais avec un ami étranger hier, quand je lui parlais d'Eto'o, de Calix Beyala, qui sont des personnalités connues à l'international, et je lui faisais comprendre que nous avons une particularité, à l'exception de Richard Bona et de quelques rares, que nous avons des personnalités, des célébrités camerounaises qui ont une double personnalité. Connus à l'international pour être des gens affables, des gens assez généreux, ouverts d'esprit, mais qui au Cameroun deviennent des gens d'une brutalité qu'on ne peut pas imaginer. Parce que Eto'o au Cameroun aujourd'hui, là je parle vraiment comme un acteur des droits de l'homme, applique vraiment la figure emblématique du bourreau camerounais. L'homme qui fait la loi, qui impose sa loi parce qu'il est en accointance avec les plus puissants du régime. C'est ça. Ça vous faites allusion là au cas c'est pas la première, c'est pas la première. Certains ont ri sur l'affaire Nathalie. Certains ont ri par rapport à Philippe Bonnet et même l'affaire Nathalie Koua. Eto'o n'est pas son premier coup. Vous avez une dame qui retrouve son intimité mise sur la place publique, publiée, et qui court devant des juges au Cameroun dans des conditions sans rentrer dans sa vie intime. Vous avez là, pour quelqu'un qui vit en Occident, parce que Samuel Eto'o vit en Occident, il a même une nationalité occidentale, un doublement de la personnalité qu'on ne peut pas accepter. Et je rebondis par rapport à ça en disant que vous avez parlé de l'anecdote, c'est même pas tellement anecdotique, sur qu'est-ce qui fait que ce qui est vécu comme une humiliation symbolise assez ce qu'est véritablement le système Biya. Le système Biya, petit à petit, s'est dépouillé, s'est débarrassé de tous les personnages et de toutes les personnalités. Je dirais un des compagnons de route qui pouvait tenir un discours de vérité à Paul Biya. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est incapable de dire à Paul Biya ou de faire remonter à Paul Biya une information objective, qu'il n'est pas prêt à entendre, et que ce soit les gens de la diaspora, des activistes de la diaspora qui sont bocardés en antipatriotes ou qui tiennent la messe a été déjà faite pour nous depuis. On attend que notre habitation, Il suffisait simplement de lire les réseaux sociaux, de lire Abdelaziz Moudé, de lire Boris Berthold et les autres pour savoir exactement où en était le Cameroun par rapport à la progression des travaux relatifs à la CAN 2019. Et ils ne se sont pas trompés. Quand vous lisez le constat fait en termes diplomatiques par la CAF hier, vous retrouvez les éléments de langage que vous aviez chez Boris Berthold et les autres. Et dire à ce moment-là qu'il y a véritablement un problème du système Biya, qui est que la remontée de l'information, vous avez un président qui s'est bunkerisé, qui ne tolère plus
des gens qui puissent lui tenir un discours de vérité, un discours objectif. C'est aussi ça la qualité d'un leader, de savoir, à un moment, nous vivons en France aujourd'hui, un jour de manifestation où il y a les fameux gilets jaunes. Conclue dessus. Je conclue dessus, et je ne pense pas que les remontées d'informations qu'aura Emmanuel Macron au retour de l'Argentine. Il y a plusieurs sources d'informations, des sources formelles et informelles. C'est ça que je voulais dire. Guy. Ça montre la défectuosité d'un système qui s'est ankylosé au fil des 36 ans et qui doit s'arrêter. Il faut avoir le courage de dire que ça doit s'arrêter. Oui, sur l'impact de ce retrait de la CAN 2019 au Cameroun, reconnaissons quand même qu'il y a eu des jeunes et même des investisseurs qui ont préparé cette CAN. Comment vont-ils à présent faire avec tous les investissements qui sont déjà engagés? Est-ce que l'État du Cameroun va accompagner ces investisseurs, va les soutenir? Comment envisagez-vous la suite des nombreux Camerounais qui se sont mobilisés financièrement pour préparer cette CAN aujourd'hui? D'accord. Je vais donner la parole. Je vais plutôt passer la parole à Junior Zugo. D'accord, mais de manière simple, il y a un cahier de charges avec des contrats qui ont été signés et à ma connaissance, le Cameroun reste un état de droit quand même sur bien des aspects. Des opérateurs et investisseurs qui visiblement ont mis des fonds dans cette affaire qui sont des fonds privés. Et sans oublier que le Cameroun a dû recourir à des emprunts auprès des institutions financières internationales pour financer ces investissements colossaux. Et bien évidemment, il y a aussi eu un appel à financement venant des particuliers. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un contrat. L'État signe des contrats. Certes, ces contrats ont des clauses en droit qu'on appelle des clauses exorbitantes de puissance publique. Ce sont des contrats qui ne sont pas synalagmatiques, ça veut dire équilibrés. C'est des contrats déséquilibrés parce que l'État est juste ce qu'on appelle le privilège du préalable et du droit de préemption. Bref, l'État est protégé dans les contrats. Voilà, bien évidemment, il y aura... L'État du Cameroun va perdre et en pâtir énormément. Il y aura des procès. Ces investisseurs-là, d'ailleurs, j'ai eu dit que depuis cette nuit, tout est à l'abandon. Les ouvriers sont partis et depuis que la CAF a décidé de retirer la prochaine CAN au Cameroun, tous les chantiers seraient désormais à l'arrêt et ce qui serait une autre catastrophe. Pensez-vous qu'on a forcément besoin de ces stades? Parce qu'on abrite une CAN, je dois forcément être propre chez moi le jour où je vous reçois? Pas forcément. Donc bien évidemment, le manque à gagner, ce n'est pas l'État du Cameroun, c'est le peuple camerounais qui va le payer. Nous y reviendrons dessus plus tard. Tu m'as parlé de la pression fiscale. Lorsque j'arrivais ici avec le prochain budget, je crois que nous aborderons également cette partie-là. L'État du Cameroun sera traîné bien évidemment en justice parce qu'il doit tenir ses engagements. S'il se trouve que des engagements n'ont pas été tenus, il y a des institutions internationales qui sont en charge d'arbitrer ce genre de conflits. Ils doivent être dédommagés. Le manque à gagner sera énorme. Et lorsque vous parlez de l'État du Cameroun, moi je parle plutôt du contribuable camerounais qui, une fois encore, sera obligé de mettre la main à la poche parce qu'il y a ce qu'on appelle les pertes et les retombées financières énormes qu'aurait pu générer cette CAN avec des tours opérateurs, des biens qui ont été réservés, et l'Office du tourisme, des contrats qui n'arriveront pas à leur terme. Bien évidemment, il y aura des procès, mon cher Guy, et ce n'est pas Paul Biya qui va en pâtir. Ne pensez pas que Paul Biya ira puiser dans sa cagnotte. Je n'ai pas dit qu'il en a une. Paul Biya sera obligé de trouver un mode de financement pour désintéresser tous ceux qui auront été, comment dirais-je là, pas floués, je dirais pas floués, mais tous ceux qui seraient engagés dans des contrats avec l'État du Cameroun. Et je peux vous garantir que la facture risque d'être très salée pour le contribuable camerounais. Alors, je vais poser la question à Joël Djiengo. Joël Djiengo, aujourd'hui, plusieurs Camerounais vont donc payer cher sur le trait de la CAN. Comment vont-ils envisager l'avenir avec cette CAN qui nous est retirée? En parlant en toute clarté, la difficulté était déjà que la CAN n'était pas simplement un problème en termes de sécurité. La CAN intervenait dans un contexte économique camerounais qui est endémique
de crise depuis au moins les années 80. Et nous sommes au moment où nous parlons, nous sommes encore sur un plan d'ajustement structurel que d'autres appellent autrement, mais c'est un plan d'ajustement structurel. Donc c'est une société qui, d'une manière ou d'une autre, parce que quand on parle de retombées, souvent on voit ce qu'on appelle les petits opérateurs économiques. Mais est-ce que la CAN, le Camerounais lambda, c'est-à-dire la ménagère, comme on dit, allait vraiment ressentir les retombées de la CAN? J'en doute. J'ai même peur que l'après-CAN aurait pu être assez représenté en calvaire pour de nombreux Camerounais, parce que quand on voit la situation de l'État du Cameroun aujourd'hui, avec en plus toutes les levées de fonds qui a eu lieu, parce que c'est d'abord ça, il faudra d'abord faire un audit sur ce qui a véritablement été engagé comme dépenses pour cette CAN, parce qu'on n'en sait pas. On parlait encore dernièrement du ministre des Finances qui avait fait une levée c'était des obligations. Vous parlez du Cameroun ou vous rigolez, Joël? Parler d'un audit, à ma connaissance, je n'ai jamais vu. Je réponds j'essaie de répondre de manière transparente. Parce que au point où nous sommes aujourd'hui, nous ne savons pas exactement quelle est la nature des fonds qui ont été engagés par l'État du Cameroun. Il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité, Guy. Donc, quand on dit quelles seront les retombées, elles auraient touché qui au premier chef? Peut-être un certain nombre d'acteurs économiques bien ciblés qu'on connaît, qui sont dans les bonnes grâces du régime. Mais les autres, les hôteliers, les gens qui ont fait des réservations, les gens qui ont payé déjà des billets et tout pour se déplacer, les commerçants. Pour ces cas précis-là, voilà, que les assurances vont aussi être là. Lorsqu'on connaît aussi le système des assurances au Cameroun, qui est en état de délabrement très avancé. Revenir à quelque chose de tout simple, qui est la traçabilité, de savoir que tel a engagé des frais de telle nature auprès de tel, et qu'il y aurait peut-être à un moment donné, parce qu'on aime aussi ça, créer une commission qui pourra gérer toutes ces questions-là, parce que c'est vraiment un moment de vérité, sur une gouvernance qui a été archaïque, qui a été faite dans l'amateurisme depuis un certain temps. Nous crions depuis des années là-dessus. C'est l'occasion de faire de mettre tout à plat et de se dire, parce que on voit la facture par rapport à la CAN. Vous imaginez tout ce qu'on a appelé les projets structurels, les projets structurants, qui sont en fait des éléphants blancs. Pour la plupart. Il faudra aussi qu'on parle d'eux. Parce que la facture, ce sont les générations de Camerounais qui vont la payer. Ce n'est pas forcément Motazé qui va la payer, qui était présenté comme le chef des projets structurants. C'est dire qu'on a un problème de fond qui est un problème de gouvernance. Et derrière le problème de gouvernance, il y a un problème politique. Et c'est l'occasion de dire à ces gens-là, vous devez rendre des comptes, et vous allez les rendre cette fois-ci. Nous n'allons plus tourner autour du pot et les retombées en soi, les Camerounais ne les attendaient pas. Ce sont les Belmondo et les autres qui en ont récolté. Nous étions juste là en train d'attendre que les infrastructures sortent en fait de terre. Je ne pense pas modestement. Je souhaite, puisqu'on avance la date de 2021, pour le report, qu'au moins les infrastructures seront déjà prêtes. C'est tout ce qu'on peut souhaiter en toute objectivité. Abdelaziz, il y a des grandes chances que des jeunes Camerounais qui ont pu se faire recruter comme employés pour accompagner les travaux en cours aujourd'hui voient leur contrat prolongé après ce retrait de la CAN au Cameroun? C'est souvent le provisoirement définitif ou le définitivement provisoire qui règne. Vous savez, je peux prendre plusieurs chantiers. On peut l'illustrer par plusieurs chantiers. Les comices agro-pastoraux au Cameroun qui devraient avoir une fréquence qui soit idiot, parce que c'était inscrit dans les plans quinquennaux. Ils avaient une vocation de développement structurel du territoire. Ils étaient à date, c'est-à-dire qu'ils s'organisaient à date. Il n'y a pas un seul événement d'envergure nationale qui rentre dans un calendrier officiel depuis 20 ans, depuis 25 ans. Ça n'existe pas. Donc, idem pour la CAN. Il y a les effets structurels. Les effets structurels doivent se faire ressentir longtemps avant une compétition comme celle-là. Je m'explique.
Si on attend une canne pour qu'il y ait des effets dans le panier de la ménagère ou des effets dans la consommation, parce que ceux qui vont venir au Cameroun viendront comme touristes, vont consommer, vont réserver des chambres d'hôtel. Mais en réalité, les premières conséquences positives visibles devraient déjà être apparentes au Cameroun. C'est-à-dire que si on accueille une compétition dans 6 mois, en toute honnêteté, on se serait attendu que les retombées soient déjà effectives. Mais qu'est-ce qu'on a eu? On a vu un emprunt obligataire de l'État du Cameroun en octobre, c'est-à-dire à 7 mois de l'échéance, quasiment, pour 150 milliards, pour compléter le financement de la CAN. Ça veut dire qu'il y avait déjà un problème à la base. On n'avait pas budgétisé. Si tout au monde avait budgétisé, on n'avait pas été optimisé, enfin on n'a pas optimisé le besoin de financement. Et pour rejoindre la question de la traçabilité, où sont partis les fonds? D'abord, l'origine des fonds, parce que c'est les finances publiques. Quels sont les postes de recettes et l'affectation des dépenses. L'allocation des dépenses. Parce que c'est ça une gestion. Et c'est pour cette raison qu'on s'étonnait tout à l'heure de savoir pourquoi l'opacité a été si grande dans le dossier de la CAN. Donc si on veut mesurer les effets, il faut d'abord que les investissements, qu'on sache quels investissements ont été faits. Quand un État investit, si c'est pour des dépenses de prestige, comme ce que constitue le stade de Lembe et de Japoma, puisque c'était pour la gloire du président de la République qu'on a organisé tout cela, puisque de manière factuelle, on aurait vu déjà des lieux comme Japoma, qui sont à quelques encablures de Douala, connaître une expansion. Mais ce n'est pas encore le cas. La ville de Douala aurait déjà été viabilisée. Il y a la question des pénétrants des villes de Yaoundé et de Douala. Vous connaissez les problèmes structurels que ça pose. On n'a pas encore décongestionné ces 2 grandes villes du Cameroun. On a construit un 2e pont sur le Vouri, qui est une anomalie mondiale. On n'a jamais vu un pont à côté de l'autre. Ici sur la Seine, ce sont des espacements qui datent de Louis XIV, de Louis-Philippe, de Napoléon et de la 3e ou la 4e République. On n'a jamais vu un pont à côté de l'autre. À Douala, il y a un pont qui a été construit à côté de l'autre. Et pour quelle raison? Les Chinois l'ont révélé. Les Chinois ont proposé au Cameroun de construire en hauteur l'autoroute qui relie Yaoundé à Simalé. Et tous ceux qui avaient la charge du dossier, on parle de faits, on peut vérifier, on peut nous poursuivre si on veut. Ceux qui avaient la charge du dossier ont leur gombo, pour parler trivialement. Parce que les dossiers d'indemnisation, puisque si vous construisez en hauteur, on met fin aux problématiques d'indemnisation. Et on met fin à quoi? À une circulation de l'argent entre un certain nombre de personnes qui y ont intérêt. Voilà les problèmes fondamentaux du Cameroun, les problèmes d'éthique, de moralité publique. C'est pour cette raison que les gens ne voyaient pas venir le scandale de la CAN, mais ceux qui sont avertis, qui connaissent le mot camerounicus moderne, un homme qui, le commissaire vous parlait tout à l'heure du sens de l'État. Le sens de l'État a disparu complètement. On est un cadre de l'administration, on se réfère à sa région d'origine, à son village, on va mobiliser la population pour voter Paul Biya parce que ça impacte directement sa carrière. Ça n'impacte pas la vie de la région, ça n'impacte pas la vie de l'arrondissement, ça n'impacte pas la vie du pays. Donc, les jeunes Camerounais, pour revenir sur la question, oui. Les jeunes Camerounais ont-ils gardé leur... Les jeunes Camerounais vont garder, il faut déjà que qu'on ait la garantie, parce que vous savez, le président Hamad a écrit au président Biya pour... c'était quelque chose de lénifiant, c'est une sorte de courtoisie diplomatique, en disant que bien que nous ayons retiré pour des raisons justifiées la CAN, et compte tenu de votre implication personnelle, eh bien, on vous propose d'organiser la CAN de 2021 et que la CAF allait accompagner le Cameroun dans ce sens-là. Bon, on n'a pas suivi la communication du ministre, le point de presse du ministre de la communication tout à l'heure pour sonder, savoir les intentions du gouvernement. Est-ce que le Cameroun reçoit positivement la proposition de la CAF? Déjà, comment il reçoit la décision du bureau exécutif, du comité exécutif de la CAF de retirer la CAN au Cameroun? Parce que, vous savez, Guy, ne nous mentons pas, on connaît notre pays. Il n'est pas exclu que ces travaux s'arrêtent du jour au lendemain. Parce que la question de la précarité des projets au Cameroun est connue.
Quand il n'y a plus d'intérêt, on a vu les immeubles ministériels au Cameroun pourrir. Ce qu'on appelait l'immeuble de la mort à Yaoundé. Donc, on n'y est pas exclu que ce que Philippe Bissek avait dans son ouvrage retentissant Démocratie et habitat au Cameroun, il y avait quand même plus de 400 chantiers abandonnés au Cameroun et qui demeurent. Les chantiers qui ont été récupérés sont les immeubles dits du boulevard du Renouveau, la Amakam, immeuble Amakam, le Crédit Foncier et l'immeuble de la mort. Mais 400 autres chantiers ont été abandonnés dans notre pays. Ils sont dans la broussaille et ces chantiers sont visibles. Donc, je ne serais pas surpris de voir qu'il y ait des chantiers à l'arrêt. Je ne serais pas surpris de voir que des jeunes qui avaient été recrutés sont au chômage technique. Mais nous souhaitons, on a parlé tout à l'heure de patriotisme, parce qu'il s'agit véritablement de ça. Je suis de cette école-là qui aime bien, châtie bien. On a vu, même avec nos propres épouses à la maison, nos frères et sœurs, les gens qui sont complaisants dans les familles, on voit comment les dérives se font. Si une épouse est complaisante avec son mari, c'est le foyer qui tombe. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle une femme ministre de l'Intérieur. Parfois, votre femme vous parle, vous avez l'impression qu'elle ne vous aime plus, elle vous déteste. Pourtant, c'est pour le bien de la famille. Donc, par conséquent, pour le Cameroun, il faudrait que la CAN, on marque un point d'arrêt. Commission d'enquête parlementaire, commission d'enquête audit. Peut-être qu'on est dans l'utopie, mais on dit quand... Saisine de la justice. Saisine de la justice. Et des sanctions. Et aussi des sanctions politiques. Il faut que le président Biya soit interpellé directement par la représentation nationale. Pour conclure là-dessus. Représentation nationale, parce que la responsabilité en chef, c'est vrai qu'il y a une responsabilité en cascade, la responsabilité en chef incombe au chef de l'État. Il a pris l'engagement devant la nation quand Mukanjo, le capitaine de l'équipe nationale, lui a adressé le message de Lyon. Le président, en retour, en réponse aux champions d'Afrique, a dit « je m'engage » et que le Cameroun allait être prêt le jour dit. C'est ce que nous avons retenu de la communication du chef de l'État camerounais. Et il n'est pas question que demain des Camerounais soient envoyés en prison, que demain les Camerounais soient indexés. Tout à l'heure, on a dit de manière très claire quelles sont les responsabilités de personnalités comme Botazé. On a indexé, c'est une mise en accusation entre guillemets, enfin pour lui attribuer toutes les responsabilités. Et bien au-delà de Motazé, Ferdinand Ngongo et tous ses proches collaborateurs. On a évoqué, il faudrait qu'aujourd'hui au Cameroun, regardez les gilets jaunes. Moi je ne suis pas d'accord avec tout ce que les gilets jaunes font, mais on voit l'interpellation du président Macron qui leur répond et qui commet le Premier ministre pour les écouter, pour les recevoir. Il faudrait que ça arrive au Cameroun, qu'on puisse interpeller les responsables directement et qu'ils puissent rendre compte. D'accord. Alors, on va boucler cette première partie avec une dernière question. On a lu des sorties de sénateurs au Congrès américain qui invitaient à boycotter, du moins à retirer la CAN 2019 au Cameroun. Est-ce que vous pensez que de telles influences ont pu avoir raison sur le comité d'organisation de la CAN, de la CAF, et sur le comité directeur de la CAF? D'accord, ça ce que je vous dirais ici, c'est mon opinion personnelle. Dans la vie, avec ma culture juridique, il y a toujours ce qu'on appelle un lien de cause à effet. Voilà. Pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation du retrait de la CAN au Cameroun? En diplomatie, il y a ce qu'on appelle la diplomatie officielle ou formelle et la diplomatie informelle. Il y a des lobbies, des gens qui pèsent. Et bien évidemment, les gens occultent le combat qui est mené aussi par la diaspora progressiste. Parce que j'aime pas trop le terme combattant. Nous ne sommes pas sur un champ de bataille. Voilà. Des rapports ont été faits, des notes ont été envoyées aux différentes chancelleries avec des images choquantes du conflit dans nos deux provinces anglophones. Pensez-vous que la communauté internationale reste insensible à ces appels du peuple camerounais? Je ne le crois pas. Le monde est devenu un village planétaire. Comme l'a dit Aziz tout à l'heure là, ce peuple qui crie son indignation dans les différentes rues du monde entier, à Berlin comme aujourd'hui, à Paris, à Ottawa au Canada, un peu partout dans le monde, ce sont des Camerounais qui appellent à l'aide la communauté internationale. Cela pourrait être interprété comme de l'ingérence, mais je ne le pense pas. Il y a ce qu'on appelle le devoir d'ingérence pour des raisons humanitaires. Déjà, le Cameroun qui a dû recourir à un emprunt obligataire pour financer ses projets structurants. Ça fait déjà de nous un pays pas très souverain sur le plan financier. Pourquoi s'étonner que le Congrès américain, moi je n'ai pas eu connaissance de cette note officielle du Congrès américain
demandant à la CAF de retirer la prochaine Coupe d'Afrique au Cameroun, tout simplement parce que la CAF comme la FIFA sont supposés être des associations, je crois que c'est leur statut, et qui sont presque indépendants. Mais ne soyons pas naïfs aussi. Il y a ce qu'on appelle le poids, l'influence des grandes puissances. Moi, je ne vais pas verser ici dans des thèses farfelues, des interprétations subjectives. Voilà. Le Cameroun n'était pas prêt. Nous n'avons qu'à nous en prendre à nous-mêmes, quitte à ce que maintenant des gens interpellent ces associations que vous ne pouvez pas. Mais regardez le Cameroun. 2 prêtres américains assassinés dans nos 2 provinces anglophones. Et dans ces mêmes 2 provinces anglophones, notamment à Limbé, il y a un site qui doit accueillir ces compétitions-là. Et sur ce site, les séparatistes anglophones ont juré par tous les dieux et démons qu'ils commettront des actions de sabotage. Comment voulez-vous que le gouvernement américain qui dispose des services de renseignement, le Big Brother, s'ils ont appelé la CAF, peut-être c'est juste une contribution de l'Amérique qui est à mesure d'intercepter des communications que vous et moi, citoyens lambda, des informations que nous ne pouvons pas disposer. Certainement que l'Amérique avait assez d'informations et qu'elle a pu transmettre à la CAF pour des raisons de sécurité, parce que je continue à le dire, le principal argument, comme l'a dit mon compatriote Aziz tout à l'heure, évoqué et avancé par la CAF, parce que j'ai lu la décision de la CAF, c'était lié aux raisons sécuritaires, les questions de sécurité. Voilà. Le reste vient après. Maintenant que les gens se mettent à avancer des thèses farfelues, de complot contre le Cameroun et tout, regardons-nous dans les yeux. Ça, c'est l'échec personnel du président Biya qui a impliqué sa famille, ses proches. Il s'y est personnellement engagé. Le président Biya vient de démontrer aux yeux du monde entier qu'il n'est plus à la hauteur. Il vient de démontrer en mondovision qu'il est incapable, et il est temps que le président Biya tire toutes les leçons, toutes les conséquences de ces fiascos et qu'on évite de chercher des boucs émissaires. Je peux entendre en filigrane votre discours, notamment cette opinion qui tente de nous faire croire qu'il y aurait un règlement de compte entre notre compatriote, je crois, Ayatou, qui a été président presque à vie de la CAF et qui s'est fait éjecter à Mad, et le Maroc qui se cacherait derrière, qui tirerait les marrons pour essayer de prendre cette compétition. Mais moi, je vais rester cartésien, je vais rester logique. Je ne gère pas l'anecdote. Le Cameroun n'était pas prêt. La France aura des compétitions qu'elle va accueillir, notamment les Jeux Olympiques de 2024. Dès cet instant, la France s'y prépare. Aziz a donné une information qui, à mon avis, m'a marqué. Depuis 2014, le Cameroun savait qu'il abritera une CAN en 2019. Mais je suis surpris que ça passe inaperçu, mon cher Guy, que l'emprunt obligataire date... 2014, c'était l'officialisation. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est en 2012. Permettez que je fasse cette petite parenthèse-là. Depuis 2012, là, il vient même de corriger. Comment pouvez-vous imaginer que nous allons recourir à un emprunt obligataire auprès des institutions financières internationales pour financer des projets structurants liés à cette compétition en octobre 2018 et depuis 2012? Ça veut tout simplement dire que notre pays n'est pas sérieux. Quand je parle de notre pays, je veux parler de l'élite qui dirige le pays, donc M. Paul Biya et son proche entourage. Laissons le Congrès américain tranquille. Voilà. Et assumons nos responsabilités. Alors, c'est la même question. Je veux quand même ajouter effectivement, recevable, pas recevable, son argumentaire. Surtout que, il est parfaitement raisonnable. Surtout qu'on a eu dire depuis hier, effectivement, que Ahmad Ahmad était en train de prendre sa revanche sur son prédécesseur, qui lui a aussi refusé la CAN Junior il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on dirait, Issa Hayatou a été la même semaine condamné en Égypte à une amende de 27 millions d'euros. D'euros ou de millions de francs CFA? De dollars. Quelle amende de record! Donc, là aussi, c'était Ahmad Ahmad, je ne sais pas. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces... La peur même dans la question que vous posez, c'est de nourrir en fait ce complotisme qu'affectionnent les tenants du régime Ayaoundé. C'est aussi que c'est pour le tuer. Nous ne sommes plus dans le complotisme pour être sérieux, soyons rationnels et cartésiens, parce que
on se souvient quand même que l'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé, certains ont lu d'ailleurs le communiqué qui a fait un communiqué où il a appelé nominativement, directement, explicitement les compatriotes américains à ne plus aller vers les zones anglophones, vers les 2 régions anglophones pour être précis. Je pense que le sénateur américain est juste dans cette continuité-là. Et nous ne vivons pas dans un monde cloisonné. Ça nous amuse toujours quand on a nos débats avec ce qu'on appelle les partisans du régime qui vous disent toujours tant que Yaoundé vit, Cameroun respire. Et ils n'ont jamais compris quand nous nous enquérons de la question anglophone que le problème anglophone est un problème aujourd'hui. Ils nous ont taxé d'ambazoniens. On a d'ailleurs un confrère qui est aujourd'hui en prison. Michel Bienton, c'est le lieu et l'occasion pour ici sensibilité, de saluer Michel Bienton. Pour dire qu'il a une quelconque pour apologie de sécessionnisme, alors qu'il explique simplement ces réalités-là qui sont qu'un pays n'est pas démembré, un pays c'est un tout. Quand la zone anglophone est en guerre, c'est le Cameroun qui est en guerre. Pour les chancelleries internationales, pour les institutions internationales, le Cameroun est un pays en guerre. Il est hors de question d'engager une canne ou un quelconque événement de cette nature-là dans un pays qui est en guerre. Et je pense que la correspondance du sénateur américain allait dans ce sens-là. De dire en fait à l'instance fêtière africaine, attention, vous avez un pays là qui est en instabilité sur son territoire et vous ne pouvez pas engager prendre le risque d'exposer des vies face à ce que le Cameroun a lui-même déjà du mal à contrôler dans cet événement-là. Donc ceux qui vont interpréter ça comme un signe d'ingérence ont tort, parce que là nous vivons dans un monde intégré qui fait qu'aujourd'hui nous avons enfin l'occasion de dire au président Biya, réglons d'abord nos problèmes. Une fois que nous les aurons réglés, on pourra même penser à la CAN de 2021, mais tant qu'on ne règle pas la question anglophone, oublions la CAN 2021. Et la crise post-électorale. Et la crise post-électorale. Ahmad a fait une correspondance diplomatique et courtoise au chef de l'État pour respecter l'institution, mais il est clair que la problématique va se reposer de la même manière dans quelques mois ou années, si nous prétendons d'organiser la CAN 2021. C'est ce que je vais dire. Alors, pour finir, pour boucler ce thème, Abdelaziz, votre avis là-dessus, on ne peut pas penser un seul instant qu'il y a eu complot de l'Afrique de l'Ouest, tel qu'on a entendu dire, contre le Cameroun, parce que vous avez tout à l'heure cité Mathias Onongini et Xavier Messé, oui, qui ont effectivement, depuis hier, fait des sorties dans ce sens. Oui, mais si vraiment mon esprit m'induit en erreur et que de ma bouche sort la moindre allusion au complot, c'est que j'aurais perdu tout le sens à la fois de mon engagement, de mes principes et des valeurs qui sont les miennes. Il y a systématiquement au Cameroun une allusion au complot pour deux choses. Quand on n'a pas réussi ses missions gouvernementales, régaliennes, et deuxièmement, quand on n'a pas satisfait aux besoins de base des populations du Cameroun. Ce qui déstabilise le Cameroun, c'est l'absence d'eau potable à Yaoundé. Ce qui déstabilise le Cameroun, c'est la voirie, les dépôts d'ordures systématiques dans la ville qui génère plus de 40% du PIB du Cameroun, Douala. Ce qui déstabilise le Cameroun, c'est l'opacité dans les concours publics. Ce qui déstabilise le Cameroun, c'est la mauvaise gestion. Ce qui déstabilise le Cameroun, c'est le mensonge d'État où on fait venir de faux observateurs, dits de Transparency International, et que la CRTV diffuse sans faire de démenti, diffuse une conférence attribuée soi-disant à des observateurs de Transparency International sans que le gouvernement ne puisse s'expliquer là-dessus. Voilà les facteurs de déstabilisation de notre pays. Nous connaissons l'histoire politique, géostratégique et géopolitique de notre pays. Ceux qui accusent les pays étrangers, dont la France, de déstabiliser le Cameroun, sont ceux qui ont été installés au pouvoir par la France. La DGRE au Cameroun
La DGSN, leur correspondant dans le monde, ce n'était pas le Mossad israélien. C'est pour ça pas le F-16 anglais, c'est pas le FBI américain ou la CIA, c'est la DGSE en France. C'est la DGSE en France. Et c'est connu. Ceux qui ont formé le CEDOC, le DIRDOC, le CNR et aujourd'hui le CND et aujourd'hui la DGRE, ce sont des écuries françaises. Les correspondants de ceux qui sont dans les services spéciaux au Cameroun, qui les ont formés, Jean Fauchivet, qui est la figure emblématique, ce sont les enfants de Foccart. On le sait. Et Foccart n'est autre que celui qui, aux 2 rues de l'Élysée, gérait 14 pays africains, dont le Cameroun. Les principales décisions qui étaient prises par le président Ahidjo l'étaient par le fait de conseillers militaires français qui étaient dans le bureau attenant à celui du président de la République au palais, l'ancien palais présidentiel. Idem pour le président Biya qui, à partir de 1984, c'est vrai, a mis un bémol en faisant venir les Israéliens. Mais le cœur de la gestion du Cameroun se fait aussi avec Olezoa, l'ambassade de France au Cameroun, puisque Yvon Omnes est parti d'Olezoa pour étudier. L'ambassadeur de France, Yvon Omnes, est parti d'Olezoa, où il a été admis à faire valoir sa retraite. C'est ce droit à la retraite comme ambassadeur de France pour rejoindre le président Biya à étudier comme conseiller. Qui est même intendant adjoint de la présidente Madame Ba. C'est une Française. Une Française. Et j'observe, je fais observer, mon cher Guy, pour terminer, quand on nous parle de complot, vous savez, au Cameroun, ceux qui font le Cameroun, on parlait tout à l'heure des sportifs, Samuel Eto'o, on parlait des artistes Manu Dibango. Vous savez que Manu Dibango n'a jamais été reçu au Palais de l'Unité. Jamais. L'inventeur de la world music, celui qui a eu une histoire avec le plus grand artiste du XXe siècle, Michael Jackson, qui a remporté un procès contre Michael Jackson. Jamais il n'a été reçu au Palais de l'Unité. Mais qui on reçoit au Palais de l'Unité? On reçoit Patricia Ball, une Française qui est inconnue au bataillon, qui ne représente pas dans le Gotha de la communication en France. Parisienne, tu n'entends pas parler. Parfois on la voit, on l'aperçoit sur CNews. Mais le chef de l'État du Cameroun reçoit Patricia Ball à sa gauche ou à sa droite au Palais de l'Unité. C'est une Française. Stéphane Fuchs, qui est, qu'on connaît de Havas, qui sont le prolongement des réseaux Bolloré sur le continent africain. On a vu le président Hollande venir avec Brochant à étudier, obtenir un contrat, alors même que sur le plan légal, les adjudicataires de la gestion du terminal à conteneurs du port de Kribi étaient des Philippins, un groupe sino-philippin, donc des Chinois et des Philippins. Et aujourd'hui, c'est Bolloré African Logistics qui gère cela. Donc, on ne peut plus nous berner au Cameroun, sinon des populations qui sont étranglées par la misère, les manquements dont je parlais tout à l'heure, et qui peuvent être portés à être manipulés à croire toute autre chose. Mais il est de notre responsabilité, en tant que journaliste, homme de médias, homme de communication, activiste, opposant camerounais progressiste, de ne plus laisser les mensonges prospérer. Parce que celui qui est patriote est celui qui, au sens de la maths africaine, dit que la justice n'existe pas sans la vérité. Et c'est pour cette raison que j'ai interpellé mon grand frère, Mathias Eric Oronangini, et mon aîné, Xavier Messé, de ne pas jouer ce jeu. Parce que les générations futures leur demanderont des comptes en disant, mais pourquoi vous avez regardé ça et vous avez laissé faire? Toi, Xavier Messé, grande plume de Jeune Afrique, grande plume des médias camerounais, un des journalistes camerounais les plus brillants, avec des références. Vous venez coucher sur Facebook des choses qui n'ont pas de sens, qui sont boiteuses. Où était Xavier Messé quand il a été directeur de publication, rédacteur en chef de Mutation? Il est même allé être responsable d'un groupe qui s'appelle l'Anecdote, un groupe qui est responsable de la distillation de la haine au Cameroun et de cette profération de mensonges. Il a été récemment démis de ses fonctions de directeur, je crois. Oui, donc je veux dire que le Cameroun, Gervais Messé a appris à l'analyser, notre pays. Il ne peut pas nous dire aujourd'hui que cette question, c'est une question de complot. Factuellement, il y a des questions sécuritaires au Cameroun. On est enserré à la frontière centrafricaine. Là-bas au bec de canard, sur le chapeau du Cameroun, il y a encore 2 jours, on a vu un attentat suicide. Et dans le nord-ouest, sud-ouest, qui font partie intégrante de notre pays, eh bien, les gens l'ont dit. J'ai vu que le président a créé un comité de démobilisation, on va en parler ultérieurement. Mais je veux dire que factuellement, les raisons sécuritaires tiennent. Sur le plan des infrastructures, on n'a pas encore livré les infrastructures. On est en décembre.
Non, on ne peut pas dire que c'est un complot quelconque. Sur la base des faits, notre pays, le pays de Thomas Nkono, le pays de Joseph-Antoine Bell, le pays de Kameni, le pays d'Alium Bouka, le pays de Souleymane, le pays d'Ondoa, n'était pas encore prêt. De Marc-Vivien Foué n'était pas encore prêt. Il faut le dire, le marteler. Et nous allons porter cette voix dans l'opinion publique camerounaise. Nous allons faire cette bataille de sens pour que tous ces imposteurs, tous ces gens qui ont déifié le président Biya, qui ne veulent pas lui dire la vérité, soient confondus. Merci. On passe maintenant au deuxième point. Une petite pause de 2 minutes et on passe directement au deuxième point.